Euh, donc voilà, du coup, on souhaitait vous réexpliquer un petit peu l'origine de la structuration et de la construction de cette filière qui a démarré dans ses premières idées en mai 2024. Donc il y a un petit peu plus de 2 ans, dans un contexte qui était extrêmement compliqué pour les producteurs bio, dans la mesure où après des années de croissance et du marché et de la production bio, avec notamment nous dans la région des surfaces qui ont été multipliées par 3 en seulement quelques années, hein, en 5-6 ans. On s'est retrouvé dans un contexte où le marché s'est complètement retourné, notamment suite au conflit en Ukraine et aux problèmes de pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, la consommation des produits bio a diminué au moment où finalement toute la production bio des dernières années de conversion est arrivée sur le marché. Notamment sur le marché des grandes cultures bio. Du coup, on a eu un peu un écroulement du marché et en 2021-2022 et le prix du blé bio payé aux producteurs franciliens a baissé de quasiment 40% en seulement deux récoltes. Donc en mai 2024, on était dans ce contexte-là avec un prix du blé qui était au plus bas depuis au moins 15 ans. Ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas vu un prix du blé bio aussi bas. Et du coup, avec beaucoup d'agriculteurs qui se posaient la question de retourner vers un système conventionnel et des conversions effectives à partir de 2022, ce qu'on n'avait jamais vu dans la région jusqu'à maintenant et qui s'est amplifié en 2023 et en 2024. Et on a en 2024 une dizaine d'exploitations qui ont fait le choix de retourner vers le conventionnel. On a également des exploitations qui, même si elles sont restées pour partie bio, ont fait le choix de déconvertir des surfaces. Et au final, on a perdu des surfaces de grandes cultures bio dans la région. Donc ça, c'était un peu un contexte compliqué du côté des producteurs. Et dans le même temps, on travaille depuis longtemps avec des moulins qui écrasent de la farine, enfin du blé bio en Ile-de-France, hein, les moulins familiaux et les moulins bourgeois, avec qui on a des partenariats techniques, notamment sur les analyses de panification dans nos essais. Et ces moulins-là nous exprimaient malgré tout un besoin en blé bio tracé Île-de-France et une volonté vraiment de s'approvisionner au maximum sur du blé francilien, mais avec une traçabilité qui soit garantie de bout en bout, depuis le producteur jusqu'au moulin, en passant par les organismes stockeurs, donc les coopératives et les négoces. Donc voilà, donc à partir de ce contexte-là, on s'est dit, ben voilà, on a finalement d'un côté des producteurs qui ont des difficultés à trouver des débouchés et à valoriser correctement leur blé, et de l'autre côté des meuniers qui expriment un besoin sur du blé bio régional. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur la structuration de la filière. Pour vous donner un petit peu les chiffres autour de cette filière, donc côté production, en moyenne, alors, on va dire vraiment en moyenne parce que suivant les années climatiques, évidemment, les rendements des blés sont pas toujours les mêmes, mais on cultive à peu près 10 000 hectares de blé bio dans la région, et du coup, on peut estimer que la production annuelle, elle est autour de 40 000 tonnes par hectare. 40 000 tonnes par an, par exemple. Donc ça, c'est le constat côté producteur, hein, ça représente à peu près 300 producteurs de blé bio dans la région. Et de l'autre côté, du coup, les meuniers nous évoquaient des besoins à moyen terme, hein, donc moyen terme, on parle de 2027, à eux deux, en tout cas les deux avec lesquels on a commencé à travailler sur la filière, exprimer des besoins de l'ordre de 13 à 15 000 tonnes par an en blé tracé Île-de-France. Et ces besoins-là sont exprimés pour pouvoir répondre notamment
à la loi Egalim, à des débouchés localement, que ce soit en restauration collective et aussi, mais dans une moindre mesure, en boulangerie artisanale. Donc le constat, c'est que on est en capacité de fournir cette filière-là au niveau de la production et que cette filière tracée peut représenter en gros un tiers de la production annuelle moyenne. Et donc l'idée de la filière, c'est de se dire sur ce tiers de la production annuelle moyenne côté producteur, on voudrait que les producteurs puissent sécuriser cette partie-là de leur production en contractualisant avec leur coopérative ou leur organisme stockeur, qui lui-même contractualise avec le meunier, avec des volumes et au moins une modalité de fixation des prix qui soit indiquée dans les contrats, de manière à sécuriser à la fois les producteurs qui, grâce à cette contractualisation qui serait pluriannuelle sur 3 ans, lui donne de la visibilité. Il sait qu'il a au moins un tiers de sa production qui est vendue, il sait à quel prix, il sait, etc. Et puis, en face, sécuriser aussi l'approvisionnement des meuniers qui, eux aussi, savent que sur les 3 ans de contractualisation, ils pourront avoir un approvisionnement en blé tracé bio d'Île-de-France. Donc ça, c'était un petit peu la base de toutes les réflexions qui ont mené à la construction de la filière, qui est vraiment partie de cette articulation entre agriculteurs, organismes stockeurs et meuniers. Voilà. Du coup, je te laisse continuer la suite, Floriane. Voilà. On n'a pas précisé, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole, on y répondra. Donc, comme l'a dit Charlotte, plusieurs acteurs au sein de cette filière. Pour résumer, les grandes lignes et les grandes caractéristiques de cette filière et pourquoi c'est une filière un peu innovante, c'est que les agriculteurs doivent obligatoirement avoir un siège social en Île-de-France. L'organisme stockeur doit collecter et isoler uniquement du blé francilien bio. Et les meuniers ont des locaux de transformation du grain en farine bio uniquement en Île-de-France aussi, ce qui permet donc d'avoir une farine 100% bio tracée Île-de-France. C'était quand même l'un des gros objectifs de cette structuration de filière. Cela permet aussi de valoriser donc davantage du blé francilien sur le territoire, en créant notamment une valeur et une répartition plus équitable du revenu des agriculteurs, ce qui était le second objectif, mais aussi de sécuriser les différents maillons de cette filière, puisque aujourd'hui les agriculteurs se désengageaient du bio, notamment dû à une non-sécurisation de leur volume. Mais cette filière elle répond aussi, donc comme l'a un peu introduit Charlotte, à une demande de vous, collectivité, mais aussi de la restauration collective sur l'approvisionnement d'une matière première responsable et de qualité. Donc, pour mettre en place cette filière, on a fait émerger plusieurs outils donc, qui sont importants de rappeler. Cette filière, elle est en partenariat avec la région Île-de-France via leur marque Produits en Île-de-France, qui permet de définir la traçabilité et l'origine de cette farine en enlevant tout ce qui est masse balance, donc tout ce qui n'est pas issu d'Île-de-France dans notre cas. Donc c'est compris dans le cahier des charges de la marque Produits en Île-de-France, cette petite annotation. Ensuite, on a rédigé et créé une charte d'engagement et un cahier des charges permettant d'encadrer chaque maillon de la filière, que ce soit agriculteur, organisme stockeur et meunier, pour le bon respect des règles vis-à-vis de cette filière. C'est une charte assez simple, mais assez concrète, avec des engagements au niveau de la qualité et de la traçabilité pour les points forts. Ensuite, dernier point, on a un comité technique qui est mis en place 2 fois par an, qui assure le bon fonctionnement de cette filière et qui permet aussi les échanges entre les différents acteurs de cette filière.
Ensuite, l'un des derniers objectifs de cette filière est la juste rémunération, qui n'est pas encore atteint pour la totalité, puisque nous souhaitons qu'il y ait une répartition équitable de cette valeur entre les différents acteurs de cette filière, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Et celle-ci, ce coût production, on souhaiterait qu'ils prennent en compte la couverture des coûts de production qui permettrait de garantir économiquement la viabilité des exploitations agricoles franciliennes. Parce qu'aujourd'hui, la rémunération plus juste de ces différents producteurs est un enjeu important pour pérenniser dans le temps, quelle que soit la culture, et permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance du travail fait par les agriculteurs. Euh, Pour synthétiser, du coup, cette filière, elle a été, comme le disait Charlotte, lancée le 27 mai 2025. Donc, officiellement, elle regroupe aujourd'hui 10 organismes stockeurs engagés sur l'ensemble de l'Île-de-France et 2 meuniers, donc les moulins familiaux et les moulins bourgeois. Et aujourd'hui, on compte à peu près 5300 tonnes de blé bio tracé Île-de-France qui ont été contractualisées, donc entre les agriculteurs et les organismes stockeurs, mais aussi entre les organismes stockeurs et les meuniers. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a de la farine qui est disponible pour l'ensemble des transformations, que ce soit en restauration collective ou autre, et surtout que celle-ci respecte entièrement la charte et le cahier des charges fixés initialement. Donc voilà pour représenter cette filière. Donc c'est l'engagement de plusieurs maillons. Effectivement, la Chambre d'agriculture que nous sommes avons accompagné activement cette émergence de filière pour permettre, pour rappeler une sécurisation du volume produit par les producteurs, mais aussi une future sécurisation du coût de production. Enfin, c'est pour ça qu'on vous a proposé de participer. C'est comment vous, en tant que collectivité, vous pouvez participer activement dans cette filière. Donc, via plusieurs points. Tout d'abord, soutenir cette filière et ses acteurs en rendant plus visibles les moyens de production qui sont moins impactants pour l'environnement, puisque c'est une filière 100% d'agriculture biologique, donc qui remplit aussi le cahier des charges des Galim. En reconnaissant aussi l'effort des agriculteurs et leur travail, car on sait que de passer du conventionnel à du bio a un besoin constant de s'adapter pour un producteur. Ensuite, le second point, c'est commander en mettant notamment à jour les marchés publics ou vos cahiers des charges, en s'approvisionnant en farine de blé bio qui est voulu local. Et aussi en travaillant collectivement, donc nous on y travaille évidemment activement, mais il y a une meilleure rémunération des producteurs. Cette filière répond également aux exigences de la loi Egalim. Enfin, le dernier maillon et le dernier levier d'action que vous pouvez mettre en place, c'est sensibiliser les consommateurs et les professionnels. Consommer, on sait très bien qu'une grande promotion est faite vis-à-vis de la consommation de produits locaux et de qualité, mais c'est important de le rappeler que, en tout cas dans cette filière, en plus d'être local et de qualité, ça respecte les normes de l'agriculture biologique et c'est certifié. Et communiquer aussi sur cette filière, c'est devenir un acteur majeur de la résilience alimentaire, vu que vous avez le pouvoir de le faire. Voilà, donc les maîtres mots de cette filière, c'est relocaliser, sécuriser et nourrir durablement. Cette filière est en accord avec les nombreux objectifs de la restauration collective, notamment actuellement mis en jeu. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Elisa, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Fallait que je remette mon micro. Non, bah, c'était surtout, voilà, par rapport en fait, tout est encore à faire au niveau des collectivités pour, bah, justement, pour valoriser cette filière, pour pouvoir l'intégrer au sein des collectivités. Donc là, c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, c'est de peut-être évoquer ensemble quelques pistes, faire le lien avec
les projets alimentaires territoriaux qu'il y a sur les territoires franciliens, etc. notamment. Et donc, le but là, c'est de pouvoir préciser peut-être un peu avec vous, selon les questions que vous pouvez avoir. Peut-être là, comme on est en petit comité, ça peut peut-être être intéressant que chacun peut-être partage dans quelle mesure il se dit que ce serait possible d'intégrer cette filière au sein de sa collectivité, ou quelles sont les pistes que chacun peut voir à son échelle. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole par rapport à ça, ou ne serait-ce que juste pour une question, hein. On peut revenir sur des points. Moi, je veux bien commencer. Oui, Mais je suis vraiment un profane, hein. J'ai vu ce séminaire, je me suis dit que c'était assez intéressant. Moi, je suis élu à Magny-les-Hameaux, hein, et oui, j'ai en charge justement la transition énergétique et écologique, hein. Mais comme je ne connais pas bien, le peu d'informations que j'ai, peut-être que vous me corrigerez, c'est que l'action de la commune par rapport à cette filière-là, j'ai du mal à bien la voir, ou en tout cas à bien la cerner. Parce que nous, comme tout le monde, on a des marchés d'alimentation pour les cantines, mais on passe par les appels d'offres, et on se source auprès de restaurateurs qui vont nous apporter finalement une prestation complète, dans laquelle on peut effectivement flécher peut-être dans les appels d'offres de demander à un sourcing qui soit un peu plus bio, mais d'une manière générale, ce que l'on veut, c'est une garantie de livraison et de qualité, bien entendu, hein, sur l'ensemble des cantines pour la durée du marché. Et là, pour en avoir discuté avec certains, c'est assez difficile à faire appliquer. Donc là, c'est une première chose. Donc on pourrait dire, par exemple, pour la farine bio, bah, on veut de la farine bio, mais comment on fait pour le faire appliquer et pour être sûr que derrière, comme on passe pas en direct avec vous, enfin, vous êtes pas fournisseur, mais oui, on passe par les intermédiaires. Et c'est ça qui est compliqué pour. Je pense que ce que je vous dis là, je pense que beaucoup de mes collègues doivent le partager, c'est est-ce qu'on a vraiment la main là-dessus, vous voyez? Hein. Après, une fois qu'on a parlé des cantines scolaires, il y a toutes les autres organisations où effectivement, on a certainement un devoir de faire connaître, de mieux faire connaître. Ça, ce sont des actions qu'on peut faire effectivement au travers des communications de la commune ou des projets qu'on peut mener. Et là, on a peut-être besoin d'outils, on a certainement besoin aussi, bien entendu, de votre support. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais faire partager. Le sujet de la restauration, notamment scolaire, compliqué. Et puis après, les actions de promotion, oui, qui me semblent assez intéressantes. peut-être pour faire une première partie de réponse là-dessus, c'est vrai que là, du coup, ce que vous évoquez sur la difficulté par rapport au marché, etc., je pense effectivement aussi que c'est partagé par un bon nombre de vos collègues au sein des collectivités. Euh, donc, effectivement, vous pouvez avoir des lots qui sont orientés de manière à favoriser certaines filières. Donc ça, après, c'est tout un travail qui va au-delà de juste parler d'un seul produit, hein. On est sur le travail global de tout le marché de la restauration collective, qui est un sujet aussi. Et c'est vrai qu'après, l'axe, enfin, au-delà du marché, déjà, vous, en tant qu'élu, le fait d'avoir la connaissance de cette filière, de pouvoir en parler aussi à d'autres élus, il y a aussi des collectivités qui vont travailler, enfin, qui passent pas par les mêmes types de marchés, etc. Donc, en fait, il y a quand même des leviers pour pouvoir l'intégrer dans la restauration collective. Et le fait de pouvoir justement essaimer un petit peu et de faire de la communication sur cette filière, c'est ce qui va permettre de pouvoir la soutenir. Et c'est sur ce soutien-là qu'il y a aussi une importance assez forte au-delà de juste la commande et l'écriture du marché, quoi. Mhm. Je ne sais pas si c'est clair. Enfin, je ne veux pas prendre la parole plus que je pense que d'autres personnes peuvent s'exprimer, on laisse certainement des réflexions. En tout cas, moi, j'entends, je dis que simplement, voilà, faut le construire, c'est pas simple. Mm. Parce qu'encore une fois, on est, nous, comme toutes les communes, on est les consommateurs finaux. Et qu'en fait, on parle d'une chaîne de production, de l'alimentation. Et que, en réalité, nous, on ne travaille qu'avec des restaurateurs, hein, directement, ou des centrales d'achat, des trucs comme ça. Mais il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être que vous, je sais pas, enfin, je sais pas si c'est le ministère ou enfin, je n'ai pas bien vu ce que vous représentez tous, mais il y a peut-être justement il manque peut-être un intermédiaire en fait. Voilà. C'est vrai que des fois, dans l'approche aussi, enfin, même s'il y a des intermédiaires,
notamment par les centrales d'achat, par les grossistes qui peuvent répondre à vos marchés, etc. Nous, là, on a fait le choix d'aller vous proposer cette présentation, donc, comme vous dites, au consommateur final, pour que c'est quelque chose qui puisse remonter aussi dans les chaînes de commande. C'est-à-dire que quand on a quand les grossistes ou quand les centrales d'achat elles font leur panel, s'il n'y a pas une demande qui remonte de la part des clients, ça va peut-être moins les inciter à aller vers tel ou tel produit. Alors qu'à l'inverse, s'il y a un engouement de la part des consommateurs finaux pour justement aller sur certains types de produits, peut-être que là, il y a une offre qui va mieux se structurer en termes de débouchés. Et là, l'enjeu, il est là aujourd'hui, c'est de réussir à mieux, que les consommateurs finaux aient conscience de ça, de ce que ça implique, de ce que c'est la structuration d'une filière, de ce que ça demande en amont en termes de travail pour les agriculteurs, pour les meuniers, etc., pour pouvoir peut-être le demander plus facilement après, que ce soit dans les marchés ou dans les échanges avec les intermédiaires. Je ne sais pas si Charlotte ou Florine, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Bah, si on peut compléter, je pense que Charlotte dira pareil, mais vu que c'est encore une filière en cours de construction, mais déjà bien avancée, c'est vrai qu'on s'arrête aujourd'hui à la farine, mais demain on peut aller plus loin. L'objectif, c'est que cette farine, elle soit utilisée pour faire autre chose, qui vous soit utile, in fine, à vous. Donc effectivement, comme l'a dit, Elisa, en communiquant dessus et en parlant peut-être à vos fournisseurs aussi, pour qu'il y ait un peu plus un pas en avant de leur part, ça pourrait faire partie effectivement de ce que vous pouvez mettre en place. Faut mettre des pincettes sur ce que j'ai dit, mais ça peut être quelque chose comme ça. On a Delphine Legrand, oui, qui lève la main. Je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. Je suis Delphine Legrand, donc je suis chargée de mission agriculture et alimentation et tourisme au sein de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. Donc effectivement, par rapport à ce qui a pu être dit par des collègues, effectivement, nous, à l'agglomération, on commande à un prestataire, donc c'est vrai que la seule chose qu'on pourrait éventuellement intégrer, c'est de conseiller et de faire connaître effectivement cette structuration de filière et en disant que ça peut effectivement intéresser le territoire pour s'approvisionner, mais on n'est pas maître du coup des approvisionnements, c'est pas en direct qu'on les passe, quoi. Donc voilà. Et donc c'était pour réagir sur les précédentes remarques qui ont été faites. Et moi, j'ai une question concernant le reste de la production qui est réalisée. J'ai noté jusqu'à 40 000 tonnes par an qui peuvent être produites en blé dur. Du coup, il y a un tiers, ça s'adresse aux meuniers. Et du coup, pour le reste de la production, comment ça se passe justement pour trouver les débouchés, pour sécuriser les débouchés des producteurs voilà, sur le reste de la production? Alors, du coup, je vais reprendre la main, je pense, sur cette question-là. Donc, effectivement, l'idée, c'est que sur ces 40 000 tonnes, on ait un tiers qui soit vraiment tracé, isolé, garanti origine Île-de-France. Les 2 tiers restants restent à destination de la meunerie. Essentiellement, on produit essentiellement du blé panifiable en Île-de-France. Il y en a très peu. On pourrait en produire qui va plutôt pour l'alimentation du bétail, mais c'est pas le cas parce qu'on a la chance d'avoir un terroir qui est très adapté au blé et du coup à être en capacité de faire du blé de qualité qui permet de faire du pain. Et en gros, les 2 tiers qui vont rester peuvent être mélangés avec d'autres blés qui viennent, peuvent être mélangés par les coopératives qui collectent, etc., avec d'autres blés d'autres régions, et dans ces cas-là, vont alimenter un stock de blé qui va
qui va partir plutôt à l'échelle nationale en fonction des besoins, etc., quoi. Et qui pourra aussi peut-être partir chez les meuniers franciliens, mais sans être forcément tracé vraiment spécifiquement sur la filière, parce que du coup, ça répondra pas forcément à un besoin de blé tracé et vraiment spécifique Île-de-France. Je ne sais pas si je suis très claire, mais du coup, en gros, ça va pouvoir être mélangé. Le reste du blé va être souvent mélangé avec le blé d'autres régions et alimenter globalement la demande de blé panifiable bio à une échelle plus large, en fait. Ok. Voilà. Peut-être pour juste compléter ce que dit Charlotte, il y a aussi le fait que, en tant que, enfin, la filière a été structurée pour que l'entièreté de la production d'un agriculteur n'aille pas directement dans cette filière par le principe de ne pas miser de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, cette filière, elle est là pour permettre d'assurer un minimum sur une exploitation d'un revenu fixe, enfin, un revenu plus juste, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à l'assurer. Mais en tout cas, l'objectif de cette filière, pour les agriculteurs, si c'était un peu ça la question, c'est de pas qu'ils s'engagent toute leur production dedans. Pour le moment. Après, ce sera à réfléchir et Pour rebondir sur ce que dit Floriane, l'idée c'est que cette filière-là, elle sécurise la rémunération de l'agriculteur au moins sur une partie, et du coup sur le reste enfin, ce qui est le cas quand la filière n'existe pas et sur le reste de sa production, en fait, il est complètement lié l'agriculteur au phénomène d'offre et de demande à l'échelle nationale. Et donc, du coup, ce qui s'est passé quand on a eu les problèmes de la crise de la bio, c'est-à-dire que la production était supérieure à la demande, et du coup, les prix se sont écroulés. Donc là, l'idée dans la filière, c'est de sécuriser au moins une partie de la production sur le long terme et de se dire, bah voilà, sur cette partie-là de la production, on sait quel volume on va pouvoir engager pendant les 3 années à venir, on sait à quel prix on va pouvoir les engager sur les 3 années à venir, et au moins on a de la visibilité et on a de la sécurisation. Et du coup, quand un agriculteur fait le choix d'aller en bio, il sait au moins que pour les 3 années à venir, il a une partie de sa production qui sera vendue en ayant des notions de combien il va le vendre et quel volume il va vendre. Alors que pour le reste de sa production, il va être sur quelque chose qui va être très lié à l'offre et à la demande et qui peut être du coup fluctuant et du coup soumis à de la crise comme on a pu le voir il y a 2-3 ans. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair, j'ai compris en tout cas. Et j'en profite, j'avais aussi une seconde question. Tout à l'heure, vous avez évoqué dans les objectifs de pouvoir avoir une juste rémunération et vous avez dit justement qu'aujourd'hui, vous n'arriviez pas, enfin en tout cas que la répartition de la valeur n'était pas équitable tout au long de la chaîne. Vous avez des idées de ratio sur comment ça enfin, et quelles sont les perspectives pour essayer d'arriver à ce que vous trouverez équitable, quoi. Enfin, voilà. Tu veux que je réponde, Floriane, ou tu veux que tu y vas? Commence à répondre et je vais compléter, je pense. Alors, en fait, c'est pas tant qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à assurer la répartition équitable de la valeur, mais c'est surtout que l'objectif principal de la filière quand on a souhaité la monter, c'était d'arriver à un prix qui garantisse la couverture des coûts de production pour le producteur. Et ça, aujourd'hui, en fait, la construction des filières, d'une manière générale en France et en particulier sur les grandes cultures, permet pas aujourd'hui d'imposer que le prix d'achat à l'agriculteur soit supérieur à ses coûts de production. Donc c'est plutôt dans cet état d'esprit-là qu'on dit qu'on a pour le moment pas encore réussi voilà, à établir cette Juste rémunération. cette juste rémunération et la répartition équitable de la valeur. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Malheureusement, les outils qu'on a aujourd'hui, que ce soit Egalim ou que ce soit d'autres outils, dans le cadre de la structuration de la filière telle qu'on la met aujourd'hui en place, ne nous permet pas de garantir ça. Et c'est là-dessus sur lequel on est en train de travailler. Ouais, mais du coup, bon, là, c'est juste que je me dis que si on n'en est même pas à pouvoir se dire que ce soit... Donc là, en gros, si je comprends bien, c'est que ça
couvre juste le coût de production, c'est ça, en gros, aujourd'hui? Au minimum. Aujourd'hui, on n'a même Ah, pas la pardon. garantie que le coût d'achat couvre le coût de production. Ok. Dans aucune des filières, En en France. fait, dans aucune des filières grande culture. Dans Oui. celle-là, mais dans aucune d'une manière générale. C'est pour ça que c'est tout l'enjeu justement d'essayer d'aller là-dessus. C'est parce qu'en fait aujourd'hui, enfin voilà, c'est pas spécifique à cette filière qui est en train d'être structurée. Et c'est pour ça aussi que sur cette filière, on essaie de mettre un axe de communication dès le début de la structuration de la filière pour pouvoir assurer des débouchés derrière, assurer juste et pour in fine du coup aller à cette juste rémunération. Parce que, enfin, moi, c'est un peu ça C'est à l'approche du minima, coup. c'est-à-dire que si même les coûts de Ouais. production sont pas couverts, c'est-à-dire qu'il y a personne qui veut travailler alors que le coût de production n'est pas couvert. Enfin, à un moment donné, c'est quand même compliqué parce que, enfin, je pense qu'effectivement, dans aucun, Mais c'est une réalité de oui, bon oui, nombre de filières en France, en Voilà. fait. Et non, mais c'est là moi où on j'en ai essaye conscience, mais c'est de pour ça que travailler là-dessus. j'insiste là-dessus. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, en réalité, moi enfin, je suis dans le pôle développement économique. En gros, c'est le minimum en fait de couvrir son coût de production. Et ce qui fait qu'on gagne de l'argent, c'est la marge qu'on peut se faire. Donc c'est le petit plus qu'il peut y avoir en plus. Donc là, si vraiment en plus de ça, dans toutes les filières, enfin, on n'arrive même pas à se dire que les producteurs arrivent à, à couvrir leurs coûts de production, enfin, du coup, c'est pas une activité économique en fait. En fait, on a une difficulté dans la construction du prix, c'est que le prix finalement se régule. Alors, et encore en bio, on a de la chance qu'elle se régule sur l'offre et la demande au niveau national. Si on parle des filières conventionnelles, c'est à l'échelle mondiale, donc c'est encore plus, encore plus compliqué. Mais pas en fonction du coût de production de l'agriculteur. Donc, quand l'offre est bien inférieure à la demande, et ben à ce moment-là, on a des prix qui ont tendance à augmenter et on va couvrir le coût de production. Mais dès qu'on va être en surproduction, en fait, le prix va pouvoir descendre largement en dessous des coûts de production. Et du coup, c'est ça qu'on voudrait éviter dans cette filière-là. C'est que à tout moment, quel que soit le contexte, les coûts de production soient couverts. Voilà. Ok. C'est ça vraiment L'objectif final. ce à quoi on veut aboutir. Ok. Merci. Et juste du coup, pour compléter l'approche de la structuration de filière, et où là, en fait, ce qu'on vous propose à travers la présentation un peu par ce webinaire, etc., c'est de participer en quelque sorte à la structuration plutôt sur les débouchés. Et j'entends, Delphine, quand vous disiez que à l'échelle d'une Comcom, c'est peut-être pas là que vous voyez les premiers leviers. Et bah, quand je reviens, enfin, si je reviens sur l'aspect communication, vous dites que vous êtes au niveau du développement économique. Bah, au-delà de la restauration collective, qui est un levier en termes de volume, qui est important, même si vous n'avez pas la main, il peut y avoir une sensibilisation auprès des communes. Et si on sort de la restauration collective, il y a aussi tout ce qui est production agroalimentaire. On a donné l'exemple de la panification tout à l'heure. On a voilà, des moulins qui sont intégrés dans la structuration de ces filières. Ça peut être aussi une sensibilisation auprès des acteurs économiques de votre territoire, que ce soit du coup les boulangers pour peut-être créer un pain à partir de cette farine locale. Ça peut être où est-ce que les restaurateurs ils prennent leur pain. Alors là, on est sur des petits volumes, hein, mais enfin, ça dépend encore des entreprises agroalimentaires que vous pouvez avoir sur votre territoire. Mais du coup, tout ça mis bout à bout, vous, sur le rôle de Comcom, on est vraiment sur l'approche communication poussée auprès des acteurs du territoire pour aller dynamiser un peu peut-être l'intérêt pour cette filière. Et c'est pour ça aussi qu'on présente l'origine et d'où ça vient et ce que ça représente pour les agriculteurs, parce que pour qu'il y ait un intérêt de votre part ou des acteurs économiques du territoire, pour ça, il faut que chacun comprenne d'où ça vient, pourquoi, quel est l'intérêt derrière, quel sens ça a. Et, et du coup, c'est là où
où il peut y avoir un effet. Et quand on sort un petit peu de la restauration collective, pour donner l'exemple sur le pain, il y a beaucoup de communes qui passent en direct avec leur boulanger ou alors qui, par leur société de restauration, demandent que le pain soit approvisionné par un artisan local en complément des repas qui sont même si on est en gestion concédée. Donc ça, c'est des leviers qu'on peut essayer d'aller chercher pour développer le débouché de cette filière. Ah oui, oui, bah Je sais pas si ça totalement, vous hein. permet de visualiser un petit peu plus par rapport à votre remarque de tout à l'heure. Si, si, non, mais je suis d'accord. Enfin, c'était dans ce sens-là que je disais ça. Effectivement, on peut être relais auprès, que ce soit de la société de restauration collective qui livre les repas pour les écoles, euh, enfin pour les écoles, en tout cas pour l'agglomération, parce que nous, on n'a pas la compétence restauration collective, hormis pour l'accueil de loisirs. Mais en tout cas, effectivement, faire un relais auprès des communes et après, de façon plus large, effectivement, relais qui pourrait y avoir auprès des artisans alimentaires, voilà, du territoire, boulangers, etc. En tout cas, au moins relayés. Voilà. Après, on n'est pas, en tout cas pour C'est pas vous qui les avez la boulangers, on n'est décision, pas effectivement. décisionnaire à leur place de où ils vont s'approvisionner, mais au moins on peut relayer. Je crois qu'on avait une autre question de Sylvie, je suis pas sûre, mais peut-être pas. Ah, oui, Jules, allez-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Parfaitement. Super. Donc je séjourner, moi je suis responsable environnement et développement durable au STIREC, donc une cuisine centrale dans le nord de Paris qui produit 15 000 repas pour 4 villes, Gennevilliers, Saint-Ouen, Villeneuve-la-Garenne et Villepinte. Donc on est plutôt une grosse cuisine centrale et on a pas mal de leviers. Nous, le rapport qu'on a à la farine, finalement, euh, ça va être quasi exclusivement à travers le pain, parce que on a assez peu de recettes qui nécessitent de la farine directement dans nos productions fait maison. Même si ça a tendance à changer, on commence à faire des choses un peu plus type des cakes fait maison, etc. On pourra avoir un besoin en farine, mais bon, aujourd'hui c'est quand même assez faible. Sur le pain, je pense qu'on a deux remarques, nous, de notre côté, côté restauration collective, en tout cas, territoriale. Euh, le premier point, c'est qu'on a déjà fait des tests avec du pain bio dans les cantines, et ça s'est plutôt mal passé, parce que la farine bio impactait la qualité du pain à la fin, et les enfants ne l'appréciaient pas trop. Donc on est revenu en arrière et on est passé sur du pain label rouge. Donc on reste quand même sur une indication de qualité, un label de qualité, mais c'est vrai on n'est pas en capacité aujourd'hui d'un point de vue organoleptique d'aller vers du pain bio, même si on aimerait bien. Alors peut-être qu'il y aura des évolutions dans le futur qui nous permettront de fournir un pain bio peut-être plus qualitatif, ou en tout cas plus apprécié des enfants. Et le deuxième point que je souhaitais faire monter, c'était sur la principale problématique qu'on a, nous, côté restauration, parce que, bon, ça, c'est une problématique organoleptique, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on peut réussir peut-être à trouver des parades pour en sortir, etc. Là où c'est plus compliqué, c'est nous, la livraison du pain. C'est vraiment sur cette partie logistique. Nous, on fait livrer le pain directement à chaque office tous les matins, chaque office de restauration. On ne fait pas livrer en cuisine centrale, puis on le répartit, parce que bon, non seulement ça demanderait un travail supplémentaire dont on n'a pas forcément la capacité de prendre, et surtout, bah, ça fait que le pain va passer par du chaud, du froid, du chaud, du froid, de l'humide, du sec, etc. Et on sait que ça, le pain déteste. Euh, Donc c'est un peu ça qui va nous bloquer, en tout cas de ce que je remarque sur les approches de sourcing qu'on a, nous bloquer pour avoir du pain bio locaux avec éventuellement des filières courtes
au sens où on a le petit artisan qui va chercher au petit meunier, qui va chercher au petit agriculteur du coin, parce qu'en fait, on a des difficultés pour avoir une capacité comme ça de pour 15 000 repas, d'avoir un seul fournisseur qui puisse nous aider. Alors, il y a des stratégies qu'on essaie de développer en ayant, par exemple, les boulangers de chaque ville, en essayant de les mettre dedans. Ça a déjà été fait il y a quelques années pour que ce soit des boulangers locaux à chaque ville qui puissent fournir. Mais pareil, c'est compliqué parce que tous les boulangers n'ont pas des capacités logistiques. Et en fait, on en revient toujours un peu au même nœud du problème, c'est la logistique du pain. En Île-de-France, nous, on fait quand même plutôt la première ou deuxième couronne de Paris, donc ça reste quand même des zones assez denses. Euh, et donc voilà, c'est les deux plus grosses difficultés, la partie qualité organoleptique du pain bio et la partie logistique qui nous freine là-dessus. Ah, alors je crois qu'Elisa, Lisa, je vous crois que tu n'as avez... pas ton micro. Oui, pardon. Oui, merci. Non, je revoyais à toi, Charlotte, sur la qualité organoleptique Oui. du pain par rapport aux tests qui sont faits avec les moulins, justement, sur tout ce qui est panification, etc. C'est quelque chose qui avait été remarqué, ça? Alors, en fait, justement, j'allais poser la question quand vous avez testé le pain bio et ses qualités organoleptiques, c'est parce que c'était du pain en levain et avec de la farine, j'imagine de la T80 ou des choses C'était de comme la ça. baguette a priori, Ok, et alors je saurais plus vous dire quelle ok, farine exactement. ok. À l'époque, j'étais pas au CIREC. Je crois que Yes. c'était soit la T65, soit la T80, mais je ne sais plus. Mais Mhm. on nous a fait des retours d'un pain trop compact Ok. Trop compact. et Ok. donc de ce fait, un peu apprécier les enfants, Mm, surtout qu'on a des enfants qui, bon, ça va être très 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 jeunes, type mm, maternelle ou Mhm. voire crèche. On a du mal à leur faire manger du pain qui est trop dur, c'est sûr. mm. Ok. Et du coup, j'ai une question aussi sur aujourd'hui votre approvisionnement en pain. Du coup, vous faites travailler les boulangeries locales de chaque commune ou vous Oui. fournissez auprès d'un boulanger semi-artisanal, semi-industriel, je ne sais pas comment Euh, ça se Aujourd'hui, on ne fait passe. pas travailler les boulangers locaux. On l'a Ok, fait, enfin, on a testé plutôt. On a fait ouais, un peu une super, ouais. étude de faisabilité il y a quelques années Mhm, qui avait montré que il y avait des possibilités, mais c'était très compliqué. Il y avait peu de boulangers prêts à se lancer dessus, notamment parce qu'on leur demandait des capacités de livraison qu'ils n'avaient pas. mhm. Euh, Pardon. Et aujourd'hui, on passe avec Toufflet. Ok, Donc semi-industriel, voire clairement industriel, ouais, ok, dont on n'est pas satisfait de la qualité du pain en soi, mais ok, qui représente malheureusement un compromis aujourd'hui. ok. Pour vous, je sais pas si ça peut vous rassurer, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais enfin, effectivement, cette contrainte logistique, c'est quelque chose, enfin, pour la distribution du pain au niveau de la restauration collective et, enfin, sans forcément parler de la filière, hein, juste cette Mm. question-là d'approvisionnement local du pain, nous, dans l'accompagnement des collectivités, c'est quelque chose enfin, qui remonte assez régulièrement. Mhm. Enfin voilà, comme vous le disiez, hein, c'est à l'échelle de l'Île-de-France. Hem, enfin, c'est quelque chose, où nous, du coup, en termes de levier, de notre côté, en tout cas, hormis essayer d'accompagner sur quelques points, mais enfin, on essaye de voir dans quelle mesure on pourrait plus accompagner là-dessus pour essayer, et avec quels partenaires on pourrait, aller pour développer un peu plus enfin, pour lever un peu cette contrainte logistique, qui est liée aux artisans locaux. Mm. Et après sur l'approche, organoleptique dont vous parliez, pour moi, ça, c'est quelque chose qui reste, tout à fait surmontable. C'est-à-dire que, enfin, voilà, qu'on parle de méthode industrielle, que ce soit par soufflet ou qu'on parle, d'artisanat local, en fait, la fabrication de pain, on est sur quelque chose enfin qui demande une réelle expertise et en fait,
chaque farine est différente et chaque farine demande un process de travail différent pour avoir une qualité de pain derrière et notamment selon des attentes pour avoir quelque chose de pas trop compact, etc. Mm. Donc pour moi, là, on est sur du travail de recherche agroalimentaire, enfin de recherche, genre, je mets le mot entre guillemets, hein, mais de tests agroalimentaires et d'études un peu là-dessus, qui peut-être a besoin d'être fait et d'être un peu plus poussé, mais qui est pas du tout insurmontable. Mais Euh, c'est pour ça que je vous disais que c'était mm, pas, à mon avis, la principale contrainte, parce que nous, on a fait ce test avec du pain euh, industriel bio, enfin, du pain Mm. bio de tout fait. Donc forcément, on s'imagine que derrière, il n'y a pas une grosse R&D pour fournir un pain bio qui convient le mieux. mm. Euh, et ça pourrait être intéressant de voir euh, quelles actions mettre en place, quelles structures mettre en place aussi sur la logistique plutôt. Là, c'est vraiment plus le cœur de la logistique pour nous, qui pourrait nous débloquer ce sujet. Parce qu'on est en demande aujourd'hui, hein, clairement. Le pain, il y en a à tous les repas. Donc, avoir du pain bio et local, ce serait formidable de pouvoir proposer ça à nos convives. Mais aujourd'hui, on se heurte un peu à un mur qui n'est pas notre ressort, malheureusement. Je pense qu'on n'a pas de réponse complémentaire à apporter à ça, hormis le fait Malheureusement. ça le rajoute au témoignage en ce sens-là, et on essaye, en tout cas à notre niveau, nous, d'essayer de trouver un peu Mm. les leviers qui pourraient être apportés à différentes personnes. Je vois que Xavier relève la Merci en main, tout mais il me cas. semble que Clément avait levé la main également, mais elle a été baissée. Est-ce que c'est parce qu'on a répondu à la question ou... Vous avez en partie répondu à la question. Je rejoins ce qu'a dit mon collègue Jules, qui travaille au CIREC. Moi, je travaille à Table Commune. Je suis donc Clément Tournier, directeur adjoint de Synergie Commune. Donc, c'est 4 services chez nous autour des achats, de la diététique, donc des menus, la qualité et les effectifs. Et en plus de ça, on a un groupement de commandes ouvert à d'autres collectivités. Donc, ça veut dire que nos marchés sont accessibles à d'autres collectivités pour bénéficier des marchés qui sont négociés dans le cadre des besoins de table commune autour de la restauration collective, sachant que donc table commune aujourd'hui, c'est 2 cuisines centrales où on produit 43 000 repas par jour pour 15 collectivités sur majoritairement l'Île-de-France, mais on a quelques communes pardon, dans l'Ouest. Donc ça, c'est juste pour dresser le tableau. Je rejoins sur l'enjeu du pain, puisque effectivement, c'est denrée de base dans la culture alimentaire, mais pas que. C'est une valeur refuge en restauration collective, on le sait, pour les enfants. Donc voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment l'enjeu de proposer un pain le plus qualitatif possible. Au-delà des notions de bio et de local, il y a vraiment cette notion d'avoir une satisfaction de nos convives sur le produit final. Et donc, un produit qui, organoleptiquement, ne donne pas satisfaction, ça devait être écarté. En fait, c'est vraiment la donnée clé. Et la logistique, comme le disait Jules, peut complètement faire passer un pain fantastique pour un pain de mie, quoi. Donc voilà, il y a vraiment cet enjeu-là. Donc je rejoins Jules et vous avez en partie répondu à la question. J'avais 2, 3 petites interrogations quand même pour revenir à ce que vous avez présenté. Il y a un besoin annuel qui est estimé, mais de quelle manière vous avez estimé ce besoin annuel, puisque si je comprends bien, la structuration est naissante, balbutiante, et, euh, et en fait, moi ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs intermédiaires, même si les meuniers sont dans la danse, euh, on n'a pas la partie transformation concrète. Donc, comment vous avez estimé ces besoins annuels qui s'élèvent quand même à 13 000, 13 000, 15 000 tonnes, quelque chose comme ça? En fait, C'est ça? oui, 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 c'est ça. En fait, c'est la demande exprimée par les meuniers eux-mêmes. Ok, c'est les meuniers qui ont fléché. Voilà. Et Voilà. vous aviez évoqué 3 meuniers et finalement 2. Je crois Alors, en avoir fait, noté ça.
Oui, en fait, on a commencé par travailler avec les deux meuniers principaux de la région parce que c'est ceux avec lesquels on travaille, on va dire d'un point de vue technique depuis plusieurs années. Et après, je laisserai peut-être Floriane compléter sur cet aspect-là, mais on a un troisième meunier qui est aussi intéressé à rentrer dans la filière, mais qui pour le moment n'a pas encore fait le pas, quoi. Voilà. J'en dirais pas plus que Charlotte. Effectivement, Voilà. il y a un troisième meunier qui a un peu exprimé son intérêt, mais pour l'instant n'a pas sauté de pas pour des raisons qui lui sont propres. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Euh, à mon humble avis et pour ce que ça vaut, je pense que pour s'adresser à la restauration collective, il manque les acteurs intermédiaires, il manque des metteurs en marché, éventuellement des grossistes, et évidemment, puisqu'on parle de produits panifiables, des acteurs de la boulangerie, qui soient industriels et ou artisanales. Il y a des acteurs qui sont en demande, je pense aux plus gros, mais il y a des acteurs intermédiaires. Euh, Si effectivement dans la danse rentraient les Toufflets, les LPB, les LGBT et compagnie, on arriverait peut-être à discuter beaucoup plus facilement parce que moi je rejoins aussi Jules sur le fait que les volumes de farine chez nous, bien que produisant 43 000 repas par jour, on fait rentrer plus de 10 tonnes de denrées tous les jours, la part de farine elle est infime. Même si on arrive à produire également des cakes qui sont formidables. Mais voilà, on a cette limite-là, de conso de farine entre guillemets pure, produit brut. Donc voilà, il y a vraiment pour moi dans cette structuration un acteur qui manque dans cette belle chaîne pour pouvoir discuter plus facilement, en tout cas sur des potentiels débouchés pour les produits que vous participez à structurer. Alors, effectivement, j'ai pas rebondi tout à l'heure sur cette question-là, mais puis on l'a peut-être pas suffisamment précisé dans la présentation. Mais c'est bien évidemment l'objectif, hein. On a juste choisi de travailler par étapes, en fait, au niveau de la filière, de travailler déjà à la production de farine, parce que les meuniers avaient cette demande-là et qu'on est parti aussi de cette demande des meuniers. Mais bien évidemment, ce qu'on appelle entre nous le deuxième étage de la fusée, c'est toute cette partie transformation de la farine en pain, parce qu'on sait bien qu'effectivement pour vous, c'est le pain le produit final et pas la farine. Ouais. Voilà, donc ça vient Mais vraiment en complément. En parallèle du travail qu'on fait auprès de vous, les collectivités, il y a aussi un travail qui est amorcé auprès de la partie transformation, quoi. Et quel rôle de la Chambre, justement, pour être facilitatrice de cette mise en lien entre amont et aval jusqu'à nous, acheteurs, consommateurs et convives? Concrètement, en fait, c'est-à-dire que vous assurez un rôle de mise en lien et de présentation, de dire, OK, collectivité, vous pouvez aller voir un tel, ils sont déjà au charbon pour travailler sur ces farines biolocales. Et on Bah, va, pardon, je rajoute juste un tout petit détail, même en étant acheteur de nos produits finaux, à savoir du pain, on risque de retrouver un manque de lisibilité sur le produit, de traçabilité, j'entends, presque similaire à ce que Monsieur Delaporte évoquait tout à l'heure en gestion concédée, c'est-à-dire que eux demandent, écrivent sur leur cahier des charges la volonté de travailler sur telle filière, sans garantie aucune. Moi, j'ai un besoin de traçabilité. Si je m'engage dans ce sens, j'ai un besoin de traçabilité, j'ai un besoin de visibilité sur concrètement le pain que j'achète. Est-ce qu'il est 100% biolocal? Parce qu'il y a aussi cette charte-là peut-être à travailler. Je sais que ça a déjà été fait par le passé, avec notamment la région Île-de-France, de chercher à avoir une filière bio. Et cette filière bio ne contenait pas 100% de grains issus de l'Île-de-France. Il y avait déjà des mélanges faits par les meuniers. Donc sur le produit final, il y a peut-être aussi un truc à voir avec les meuniers pour garantir ce 100% biolocal Île-de-France et d'aller jusqu'au consommateur avec une forte garantie de traçabilité. pour compléter juste du coup juste sur cette approche, enfin déjà une partie de la réponse c'est ce que Charlotte disait juste avant sur le fait que on est conscient qu'il y a encore des étapes dans cette filière et que là ce webinaire il intervient dans une partie, enfin dans une structuration qui est encore en cours.
Mais merci de pouvoir ressouligner tout ça parce que nous, ça nous permet aussi de confirmer certains plans d'action qui sont déjà prévus, etc. Et pour aller après plus sur l'approche des acteurs, en fait, pour moi, ça vient vraiment sur l'approche complémentaire à la structuration de filière qui est fait par les collègues de la Chambre, donc à savoir là en l'occurrence ceux qui sont représentés par Charlotte et Floriane, qui vont avoir une expertise sur ces sujets précis. Et après, on rentre plutôt côté pôle collectivité, dont je fais partie, sur l'animation de territoire. Là, le fait de mettre autour de la table différents acteurs et de vraiment pouvoir aller mobiliser les différentes personnes qu'on va avoir sur un territoire pour mener à bien tel ou tel projet et avancer ensemble vers un même objectif. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à l'inquiétude ou à la question. Enfin, c'est le rôle en tout cas que nous, Chambre, on peut avoir, mais bien évidemment, il y a des choses qui ne dépendent pas que des actions de la Chambre. Et j'entends bien. Et je vous remercie pour tout ça. Et peut-être petit complément par rapport à la question de la traçabilité. Effectivement, là, dans la construction de la filière, on est bien sur une traçabilité 100% Île-de-France physique. Et c'est un des gros points du cahier des charges initial. Pour revenir à la marque produit en Île-de-France de la région, il y a une annexe qui a été ajoutée au cahier des charges de la marque produit en Île-de-France, spécifique à cette filière-là, qui impose bien la traçabilité physique des grains et la composition à 100% de grains bio-franciliens. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce complément, Charlotte. Comme on a déjà dépassé le temps, je propose qu'on prenne juste la dernière question de Xavier. Et après, si d'autres ont des questions complémentaires, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter via l'adresse mail qui est sur le support qu'on vous enverra. Voilà. Ouais, enfin, c'est une question très courte, hein. Je ne sais pas si on en a parlé, je crois pas. C'est la partie économique, c'est-à-dire qu'on parle de farine, mais qu'à un moment donné, donc on va produire du pain, mais bon, que ce soit dans les marchés publics ou pas, est-ce que finalement, on produit des baguettes, du pain qui, d'un point de vue coût, est économique? Voilà, est-ce qu'il est compétitif, pardon? Justement, cette question-là, je pense qu'on ne peut pas encore y répondre totalement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la rémunération des agriculteurs et sur le fait que là, aujourd'hui, on ne peut pas encore fixer un prix. Mais après, ce qui est sûr, c'est que le schéma complet et l'acte de transformation fera qu'il y aura un prix. Et après, si ce prix est un petit peu plus élevé ou pas, en fait, c'est comme tout, ça se discute avec les transformateurs, ça se discute, ça peut être des choix aussi, des fois, à l'échelle des communes. Si on passe par des services de restauration, les services de restauration, en général, aujourd'hui, ils ont un maximum de prix sur le pain pour que ça ne touche pas au prix du repas. Dans quelle mesure ça peut avoir un impact sur le prix du repas si on décide qu'en volume, on veut avoir une action importante sur du bio et du local en passant par l'approvisionnement du pain en bio et local. Ça, après, ça fait partie des choix politiques, ça fait partie de toutes les décisions justement qui peuvent être prises à l'échelle des collectivités. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vous donner une approche sur la marge ou la question économique qu'il pourrait y avoir derrière la transformation de la farine qui serait issue de cette filière. Du coup, ça répond pas vraiment à votre question, désolée, mais C'est une filière naissante, hein. Faut la construire. exactement. Merci. Écoutez, je vais arrêter l'enregistrement déjà. Merci à tous d'avoir pu être présents et d'avoir pu partager vos expériences.